Le marbre poli me glaçait les pieds à travers mes fines semelles. La salle d'audience, avec ses boiseries sombres et ses portraits lugubres, était comme un tombeau, rempli d'une anxiété collective qui résonnait dans le ronronnement lointain de la ventilation. De l'autre côté de cet abîme invisible, Julien était là. Pas seulement en costume, mais en armure. Un costume bleu marine sur mesure, ses épaules impeccablement dessinées, sa taille cintrée, tout pour projeter la puissance et le succès. À côté de lui, son avocat, Maître Lefebvre, jouait avec des papiers, son air presque blasé, comme un prédateur dans son habitat naturel. Quelques rangées derrière eux, Chloé, dans sa robe de maternité jaune pâle. Une touche de couleur calculée, un symbole de vie et d'espoir. Le clou de leur argumentation, j'imagine. Et tout au fond, recroquevillé dans l'ombre du public, il y avait Pierre. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en un mois. Je voyais le poids qu'il portait, courbé, les yeux fixés sur ses chaussures, incapable de rencontrer le regard de qui que ce soit. Maître Dubois, ma formidable avocate, m'a donné un petit signe de tête. « Respirez profondément », a-t-elle murmuré, juste avant que le greffier ne tonne. « Levez-vous ». Le juge Davis est entré, imposante dans sa robe noire. Une femme au visage sculpté dans le granit, qui ne laissait rien passer. Elle s'est installée dans son fauteuil. « Monsieur Lefebvre, vous pouvez commencer. » Julien a marché jusqu'à la barre avec l'assurance d'un homme habitué au projecteur. Après le serment, il a ajusté sa veste, posant un regard grave sur le juge. Pendant 1 heure, son avocat l'a guidé à travers une performance magistrale. Il a parlé de son amour pour Sophie et Léo, la voix chargée d'une émotion parfaitement dosée. Il a raconté des anecdotes de père dévoué, les matchs de foot, les devoirs de maths impossibles, les histoires du soir. Puis Maître Lefebvre l'a mené en douceur au cœur de son argument. « Monsieur Durand, cela doit être incroyablement difficile. Pouvez-vous décrire à la cour les changements que vous avez observés dans le comportement de votre épouse qui vous ont conduit à croire que vos enfants vivaient dans un environnement malsain? » Julien a soupiré, une longue expiration plaintive de faux regrets. Il m'a regardé, non pas avec colère, mais avec une pitié calculée. « C'était d'un lent déclin, a-t-il commencé, d'une voix basse et triste. Marie est devenue fragile, sujette à de profondes mélancolies un instant, puis à des accès de colère soudains le suivant. Je rentrais après une journée de 16 heures au bureau pour la trouver en pleurs, mais elle était incapable de me dire pourquoi. Puis elle a commencé à faire ses accusations délirantes. Il s'est penché comme s'il partageait une confidence douloureuse avec le juge. Il y a eu une nuit en particulier. Léo avait une légère fièvre. Rien de grave. Mais Marie s'est convaincue que c'était terrible. Elle a passé la nuit à arpenter la pièce, paniquée. Quand j'ai essayé de la calmer, de lui dire que c'était normal qu'un enfant ait une petite fièvre, elle m'a accusé de ne pas m'en soucier. Elle a commencé à crier que j'étais un père absent, que je souhaitais qu'il soit plus malade pour avoir une vraie raison de manquer le travail. Elle a dit tout ça dans le couloir, assez fort pour que Sophie l'entende de sa chambre. C'était une crise émotionnelle incontrôlable pour rien. J'ai alors réalisé que les enfants étaient exposés à un niveau d'instabilité vraiment dommageable. Une vague de rage chaude et désorientante m'a envahi. Il avait pris un moment de véritable inquiétude maternelle. Une nuit où j'avais été anxieuse parce qu'il avait été injoignable pendant des heures et l'avait transformé en un portrait de femme folle. Le sang me bouillait aux oreilles. J'ai ressenti une envie primaire de me lever et de crier la vérité. Mais la main de Maître Dubois s'est posée doucement sur mon avant-bras, une pression silencieuse et ferme qui m'a ancré à ma chaise. Mon Dieu, comment en était-on arrivé là? Le début, c'était il y a des mois, peut-être même 1 an. En fait, je ne me souviens plus exactement quand les choses ont commencé à dérailler. On avait cette vie parfaite à Lyon, vous voyez? La maison coloniale sur une rue arborée, les voitures qui brillaient dans l'allée, Julien, mon mari. Il était tout ce qu'on pouvait désirer.
associé dans un cabinet d'investissement prestigieux, ambitieux, charismatique. Il coachait l'équipe de foot de Léo, ne ratait jamais le récital de danse de Sophie. Il m'apportait des fleurs sans raison, parlait de moi avec une révérence qui rendait les autres femmes envieuses. Moi, Marie Durand, j'avais mis ma carrière de designer graphique en veilleuse pour m'occuper de nos enfants. Une décision prise de mon plein gré, pensant que j'investissais dans l'entreprise la plus importante de toutes, ma famille. J'étais la mère pâtissière de l'école, celle dont la maison était le lieu préféré pour les pyjama parties. Je l'aimais d'une dévotion tranquille, persuadé que les 15 ans que nous avions construits étaient inébranlables. Le premier signe a été presque imperceptible. Non pas un fracas, mais une fine fissure. Les nuits tardives au bureau. Une grosse fusion, expliquait Julien, la voix fatiguée au téléphone. Tu sais ce que c'est, chérie. Juste quelques semaines de ce rythme infernal. Moi, toujours à le soutenir, je gardais son dîner au chaud. Mais les semaines sont devenues des mois. La fatigue dans sa voix a été remplacée par une étrange nouvelle énergie que je ne pouvais pas situer. Puis son téléphone. Il était devenu une extension constante, toujours tournée loin de moi, posé écran contre la table. Un SMS vibrait et il le saisissait avec une rapidité déconcertante. Le travail, marmonnait-il, son pouce sur l'écran. Il prenait des appels sur la terrasse, la porte coulissante se refermant derrière lui, ses mots un murmure indistinct contre le chant des grillons. J'ai essayé d'ignorer le nœud froid qui se formait dans mon ventre. Je suis paranoïaque, me disais-je. Il est sous pression. C'est ça le mariage, traverser les saisons stressantes. J'ai tout misé sur un week-end surprise dans les Alpes. Quand je lui ai montré la confirmation de la réservation du chalet, il a à peine levé les yeux de son ordinateur. C'est super, chérie, mais ce trimestre est brutal. Absolument aucune chance que je puisse m'échapper. Son ton était plat, dédaigneux. Il n'a pas vu la lueur de douleur dans mes yeux. Le chalet a été annulé. Puis la distance est devenue un gouffre. Les petits gestes qui définissaient notre relation, sa main sur mes reins quand on se croisait dans la cuisine, son bras autour de moi sur le canapé, ont disparu. Il a commencé à trouver des défauts dans des petites choses. La façon dont je chargeais le lave-vaisselle, une facture oubliée, le désordre dans le vestiaire. C'était comme s'il construisait un mur brique par brique, avec chaque petite critique. Son frère Pierre l'avait remarqué. Pierre, plus jeune, plus artistique, un charpentier aux mains calleuses, doux. Il avait toujours eu une amitié facile avec moi. Un lien forgé par le sentiment partagé d'être un peu en dehors de l'orbite éblouissante de Julien. « Il va bien ?» m'a demandé Pierre un après-midi après être passé réparer une porte qui coinçait. Julien venait de passer en coup de vent, attrapant ses clubs de golf avec un signe de tête rapide. « Il est juste stressé par le travail. » ai-je répondu, l'excuse sonnant creux même à mes propres oreilles. Pierre m'a regardé, son expression pleine d'une sympathie que je n'étais pas prête à accepter. « Le stress ne te transforme pas en étrangère dans ta propre maison, Marie. » Moment, je dois faire une pause ici. Toute cette histoire, la façon dont Julien déformait la réalité, c'était hallucinant. Je veux dire, comment quelqu'un peut-il se regarder dans un miroir et croire ses propres mensonges à ce point? J'avais l'impression de ne plus me reconnaître, de ne plus reconnaître ma propre vie. D'un coup, tout ce que j'avais cru solide, les fondations de ma vie, s'effondraient et je devais me battre pour mes enfants contre un homme qui, un jour, m'avait promis le monde. C'est comme si une partie de moi était morte ce jour-là, l'innocence peut-être, mais en même temps, une autre partie, plus dure, plus résiliente, essaie. C'était épuisant, terrifiant. Je me suis souvent demandé ce que mes parents auraient dit. Mon père me répétait toujours, « Ne fais jamais confiance à ce qui semble trop beau pour être vrai. » Il parlait des colporteurs sur le marché, mais là, je comprenais différemment. Le château, les promesses, tout semblait trop beau, trop parfait. Et la perfection, ça n'existe pas. Ça, je l'avais appris.
Bref, retour à l'arène. La preuve indéniable est arrivée un mardi. Julien m'avait dit qu'il partait pour Marseille pour une conférence de 2 jours. Je faisais la lessive quand j'ai vidé les poches du jean qu'il avait porté la veille. Parmi les reçus de café et un paquet de chewing-gum, il y avait une note de carte de crédit. Pas d'un salon d'aéroport ou d'un hôtel d'affaires. C'était du Lotus Rouge, un bar à cocktail notoirement cher et intime dans notre propre ville. La date était celle de la nuit précédente, à 23h30. Il était censé être à la maison, en train de faire ses valises pour son vol matinal. Je ne me suis pas effondré sur le sol de la buanderie comme dans les films, mais ce nœud froid dans mon estomac est devenu une certitude glaciale. Les nuits tardives, les appels secrets, la distance émotionnelle. Ce n'était pas une fusion. C'était une femme. La découverte de ce reçu n'a pas déclenché une rage torrentielle. Au lieu de cela, un calme glacial méthodique s'est installé. Les larmes étaient un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Mon esprit est passé en mode autopréservation. Pendant des années, j'avais été une épouse. Maintenant, je devais être une détective. Julien est revenu de son voyage à Marseille, rapportant des cadeaux pour les enfants et un parfum acheté hors taxe pour moi. Il a joué le rôle de l'époux revenu, embrassant parfaitement ma joue et me demandant comment s'étaient passés mes quelques jours. Le parfum cher se mêlait aux légères notes florales inconnues sur son col, et j'ai dû me retenir de reculer. J'ai souri, un truc fragile, et je l'ai remercié. Cette nuit-là, j'ai attendu que la maison soit silencieuse, les respirations régulières de mes enfants étant le seul bruit. Je me suis glissé dans le bureau de Julien. J'avais toujours respecté sa vie privée, mais la vie privée est un privilège de la confiance, et la confiance avait été incinérée. Son ordinateur portable était protégé par un mot de passe, mais sa tablette, qu'il utilisait plus occasionnellement, ne l'était pas. Mes mains tremblaient en ouvrant ses emails. Ça n'a pas pris longtemps. Enfoui dans un dossier de promotion, il y avait une série d'emails d'un nom que je ne reconnaissais pas, Chloé Moreau. Les objets étaient assez anodins. Jeudi, question rapide, le lien que tu voulais. Mais le contenu était tout sauf ça. Ils étaient remplis de blagues internes, de taquineries et de plans intimes. J'ai hâte de t'avoir à moi toute seule encore une fois. Hier soir, c'était incroyable. Ou encore, je compte les secondes. Cette cravate que je t'ai achetée, porte-la. Jeudi, je veux être celle qui l'enlèvera. Puis j'ai trouvé la confirmation d'hôtel. Le domaine des sources, un spa-boutique à 2 heures de là. C'était pour le week-end à venir, celui qu'il avait déclaré bloqué pour un séminaire d'entreprise obligatoire. La réservation était pour la suite nuptiale. Le nom sur la réservation, aux côtés de Julien Durand, était Chloé Moreau. Une vague de nausées m'a envahi. J'ai fait défiler les emails, mon cœur battant un rythme douloureux contre mes côtes. Chloé, ai-je compris, était une analyste junior dans son entreprise. Jeune, ambitieuse et, d'après une photo attachée à un email, incroyablement belle d'une manière moderne et tranchante qui m'a soudainement fait me sentir dépassé et fade. Le coup de grâce fut un lien vers une galerie de photos publiques. C'était d'un récent dîner de remise des prix de l'entreprise. Il y avait des dizaines de photos de Julien sur l'estrade, recevant un prix, l'air puissant et charmant. Et en arrière-plan de plusieurs clichés, et dans une photo prise sur le vif à une table, il y avait Chloé. Elle le regardait avec une expression d'adoration pure et non altérée. Sur une photo, sa main reposait sur son dos, ses doigts déployés de manière possessive. C'était tellement public, tellement éhonté. Il ne me trompait pas seulement, il l'exhibait. J'ai refermé la tablette, un goût métallique et amer dans la bouche. Le calme s'était évaporé, remplacé par une douleur profonde et tremblante. Ce n'était pas une erreur passagère. C'était une vie parallèle, une tromperie calculée qui durait depuis des mois, peut-être plus longtemps. Chaque « je t'aime », chaque sourire partagé à table l'année passée, ressemblait désormais à une performance, une moquerie cruelle de la vie que je croyais avoir.
J'ai décidé de ne pas faire de confrontation nocturne. Il fallait que je sois stratégique. Le lendemain, j'ai appelé une amie, Amélie, parajuriste, et lui ai demandé de me recommander la meilleure avocate spécialisée en divorce à Lyon. Pas juste bonne, Amélie, ai-je précisé, la voix basse et ferme. J'ai besoin d'un requin. Muni du nom de Maître Dubois, j'ai commencé à me préparer discrètement. J'ai photographié les emails sur la tablette. J'ai fait des copies de nos relevés financiers, de nos déclarations de revenus, de nos portefeuilles d'investissement. J'ai tout documenté dans un journal daté. Chaque nuit tardive, chaque excuse, chaque mensonge. Je construisais un arsenal. La confrontation a eu lieu une semaine plus tard, un dimanche soir. Les enfants étaient chez ma mère pour la nuit. La maison était silencieuse. Julien était dans le salon, regardant du golf, un verre de whisky à la main. Je suis entré et j'ai éteint la télévision. Il a levé les yeux, agacé. « Hey, je regardais ça. Il faut qu'on parle, Julien, » ai-je dit, ma voix dépourvue de sa chaleur habituelle. Ça ne peut pas attendre. C'est la finale. Non, ai-je dit, ça ne peut pas. Qui est Chloé Moreau? La réaction a été instantanée et révélatrice. Une lueur de panique dans ses yeux, rapidement masquée par l'indignation. De quoi tu parles? C'est juste une collègue de travail. Il était déjà en train de sortir son manuel de gaslighting. Tu m'as espionné, Marie. C'est une grave rupture de confiance. N'ose pas me parler de confiance, ai-je riposté, ma voix montant. N'ose pas. Je sais pour le Lotus Rouge. Je sais pour la conférence de Marseille qui n'a jamais eu lieu. Et je sais pour ton escapade romantique au domaine des sources ce week-end. La couleur a déserté son visage. L'arrogance a disparu, remplacée par un regard froid et dur. Il avait été pris, et sans son bouclier de mensonges, sa vraie nature a émergé. « Bien !» a-t-il craché, se levant. « Tu veux savoir? »« Bien. Oui, je vois quelqu'un. Elle s'appelle Chloé. » Il l'a dit avec une cruauté défiante, comme s'il me mettait au défi de réagir. La confession directe, dépourvue de tout remords, était plus douloureuse que les mensonges. « Pourquoi, Julien? » ai-je chuchoté, le combat s'épuisant en moi. Après 15 ans, notre famille, il a ri, un son court et laid. Notre famille, regarde-nous, Marie, c'est une imposture. Nous sommes colocataires depuis des années. J'ai tout fait. Je veux une vie. Je veux de la passion, de l'excitation. Chloé me donne ça. Elle me voit pour ce que je suis, pas seulement comme un distributeur de billets ambulant et un homme à tout faire. Chaque mot était un coup calculé, destiné à blesser, à déplacer le blâme. Il réécrivait toute notre histoire pour justifier sa trahison. « Alors c'est ça? » ai-je demandé, ma voix tremblante. « Tu nous jettes simplement. Il n'y a plus rien à jeter, a-t-il dit, sa voix comme de la glace. C'est fini, Marie. Ça fait longtemps que c'est fini. Je veux divorcer. Et puisque tu as espionné, autant que tu saches le reste. Chloé est enceinte. Nous allons fonder une famille. Une vraie famille heureuse. » La pièce a penché. Enceinte. Le mot a résonné dans le silence suffocant. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un remplacement. Il n'avait pas seulement construit une nouvelle vie. Il avait créé une nouvelle famille pour supplanter l'ancienne. J'ai fixé l'homme que j'avais aimé, le père de mes enfants, et je n'ai vu qu'un étranger, un étranger cruel et sans remords qui venait de déclarer la guerre. Les jours qui ont suivi ont été un flou de chocs et d'activités frénétiques. Le mot divorce planait dans l'air de notre belle maison, un polluant toxique qui étouffait la vie de chaque pièce. Julien a emménagé dans la chambre d'amis, une présence silencieuse et hostile à l'autre bout du couloir. Il ne me parlait que lorsque c'était nécessaire, ses mots secs et froids. Il attendait que je craque, que je supplie, que je me dissolve en la femme hystérique qu'il me dépeignait déjà. Mais Marie, guidée par les conseils d'acier de Maître Dubois, n'a pas craqué. Ne vous engagez pas, ne discutez pas, documentez tout.
m'avait-elle dit lors de notre première rencontre. Il a tracé les lignes de bataille. Notre travail est d'être plus intelligente et mieux préparée. La première salve officielle est arrivée une semaine plus tard. Un coursier a livré une épaisse enveloppe. À l'intérieur, parmi les premières pièces de la demande de divorce, se trouvait une requête pour la garde physique et légale temporaire exclusive de Sophie et Léo. J'ai lu le document et l'air m'a quitté les poumons. Ce n'était pas un dépôt standard. C'était une attaque personnelle. Julien, par l'intermédiaire de son avocat hors de prix, Maître Lefebvre, avait élaboré un récit qui me dépeignait comme une mère instable, négligente et émotionnellement volatile. La requête citait mon comportement erratique ces derniers mois, mes accusations paranoïaques et mon espionnage obsessionnel. Elle mentionnait ma décision d'être mère au foyer, non comme un sacrifice, mais comme un signe de mon manque d'ambition et de connexion au monde, suggérant que j'étais un modèle parental inadapté. Elle déformait ma peine et mon anxiété face à sa liaison en un portrait d'instabilité mentale, citant même un thérapeute que j'avais vu brièvement 2 ans auparavant pour gérer le stress comme preuve d'une condition psychologique préexistante. La partie la plus venimeuse était la conclusion. Monsieur Durande, était-il écrit, est prêt à offrir aux enfants un foyer stable, aimant et financièrement sûr avec 2 parents, avec sa nouvelle partenaire, Madame Chloé Moreau, qui attend leur premier enfant. Il cherche à éloigner les enfants de l'environnement chaotique et émotionnellement dommageable créé par l'état actuel de leur mère et à leur offrir la cohérence dont ils ont désespérément besoin. C'était un chef-d'œuvre de cruauté, conçu pour me terrifier et me soumettre. Il utilisait nos enfants comme l'arme ultime et sa nouvelle maîtresse enceinte comme son atout. Une rage si pure et si brûlante m'a envahi qu'elle a failli me consumer. Il allait se tenir dans une salle d'audience et prétendre que la femme avec qui il m'avait trompé était une meilleure mère que la femme qui avait consacré la dernière décennie de sa vie à élever leurs enfants. La maison est devenue une zone de guerre froide. Julien a lancé une campagne de guerre psychologique. Il parlait fort au téléphone avec Chloé à portée de voix, utilisant des surnoms sirupeux et discutant de la chambre de leur futur bébé. Il laissait accidentellement sa tablette ouverte sur des sites de poussettes et de meubles pour bébé. Il achetait des cadeaux coûteux à Sophie et Léo, une nouvelle console de jeu, une poupée de marque, se positionnant subtilement comme le parent amusant et bienveillant, tandis que j'étais celle qui faisait respecter les devoirs et les couchers, mon visage marqué d'une constante et triste lassitude. Les enfants étaient pris entre 2 feux, leur confusion et leur douleur, une présence tangible. « Pourquoi papa dort dans sa chambre d'amis ?» a demandé Léo un soir, son petit visage chiffonné par l'inquiétude. « Il est en colère contre nous ?»« Non, mon chéri, bien sûr que non. » L'ai-je rassuré, mon cœur brisé. Les adultes ont juste des choses à régler parfois. Sophie, plus âgée et plus perspicace, était silencieuse et repliée sur elle-même. Je la retrouvais assise près de sa fenêtre, regardant la rue. Je savais que ma fille entendait les murmures secs et en colère, sentait la tension glaciale qui avait remplacé la chaleur dans notre maison. Pierre, le frère de Julien, est devenu ma seule bouée de sauvetage. Il était consterné par les actions de son frère. Il a appelé Julien et j'entendais les cris à travers la porte fermée du bureau. « Garde exclusive! Tu es fou? » La voix de Pierre a rugi. « Après ce que tu as fait, tu vas traîner ces enfants en enfer et essayer de les arracher à leur mère. » La réponse de Julien était plus basse, mais l'arrogance était indéniable. Pierre a ensuite quitté la maison, le visage rouge de colère. Il m'a regardé, son expression un mélange de fureur et d'impuissance. « Je suis désolé, Marie. Je ne sais même plus qui il est, a-t-il dit, secouant la tête. C'est comme si l'argent et le pouvoir l'avaient rongé de l'intérieur. Quoi que tu aies besoin, je suis là. Je témoignerai pour toi. Je dirai à la cour quelle mère dévouée tu es. » J'étais profondément reconnaissante de son soutien. Une petite île de loyauté dans un océan de trahison.
Qu'auriez-vous fait, vous, à ma place, si vous aviez eu juste cette seule épaule sur laquelle vous reposez? Mais alors que la date de l'audience approchait, une subtile discorde a commencé à se faire sentir dans le comportement de Pierre. L'encre solide a commencé à dériver. Un regard hanté est apparu dans ses yeux. Une familiarité furtive que j'ai reconnue avec une nausée au creux de l'estomac. Il a commencé à annuler nos plans à la dernière minute. Désolé, un client a un travail urgent, m'a-t-il envoyé par SMS, l'excuse sonnant creux. Un soir, il était venu dîner et alors qu'il m'aidait à débarrasser la table, son téléphone a vibré sur le comptoir. L'écran s'est allumé une fraction de seconde, mais c'était assez long pour que je voie le nom de la notification. Chloé. Pierre a attrapé le téléphone avec une rapidité paniquée bien trop révélatrice. Il a cafouillé, son visage virant au rouge. Chloé, a-t-il bégayé sans me regarder. Mon fournisseur de bois, Chloé Dupont, ils ont trouvé l'érable que je cherchais. Le mensonge était maladroit, pathétique et totalement transparent. Il n'y avait pas de Chloé Dupont. Je connaissais tous ses fournisseurs. La peur froide qui avait été ma compagne constante pendant des mois a trouvé une nouvelle cible. Mon esprit, recablé par la trahison de Julien, a commencé à envisager de terribles possibilités. Est-ce que Pierre me manipulait? Était-il un espion pour son frère, collectant des informations? Ou était-ce autre chose? Quelque chose d'encore plus emmêlé et impensable. Je détestais la suspicion. Je détestais que le poison de Julien ait contaminé la seule relation que je pensais sûre. Mais je ne pouvais plus me permettre d'être naïve. La confiance était un luxe que j'avais perdu. Le point de rupture est arrivé un jeudi. Pierre m'a appelé, la voix tendue. Il a dit qu'il devait traverser la ville pour aller chez un fournisseur de bois spécialisé dans la zone industrielle afin de voir du chêne récupéré. Il semblait agité et l'excuse paraissait répétée. Un besoin désespéré et horrible de la vérité, de tout fondement solide m'a envahi. Une fois que le bus scolaire a emmené Sophie et Léo, je suis monté dans mon SUV, mon cœur battant la chamade. Je ressentais une profonde honte, comme si c'était moi qui commettais une trahison. Mais ne pas savoir était pire. Je me suis rendu à un point d'observation près du dépôt de bois, l'estomac noué. Quelques minutes plus tard, le pick-up Ford usagé familier de Pierre est passé en ronronnant, mais il n'a pas ralenti. Il a complètement contourné le dépôt de bois et a continué, se dirigeant vers une partie de la ville que je ne connaissais pas bien, une zone plus récente, plus anonyme, remplie de grands complexes d'appartements modernes, des endroits construits pour des vies transitoires et des secrets. Les mains serrées sur le volant, je l'ai suivi. L'acte semblait surréaliste, comme quelque chose sorti d'un film. Ce n'était pas ma vie. Ma vie était faite de covoiturage et de réunions parents-profs. Mais c'était ma vie maintenant. C'était une vie à suivre les gens et à découvrir des mensonges. Le camion de Pierre a tourné dans le parking visiteur d'un grand complexe stérile appelé Le Vidian. Il a coupé le moteur et est resté un long moment, la tête appuyée sur le volant comme s'il rassemblait ses forces pour une épreuve. Il est finalement sorti, a regardé autour de lui avec une énergie nerveuse et coupable, et a disparu par les portes principales en verre du bâtiment. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, mon esprit une tempête frénétique de questions. 1 heure s'est écoulée, chaque minute s'étirant à l'infini. J'étais sur le point d'abandonner, de tout attribuer à ma propre paranoïa rongeante, quand les portes vitrées se sont de nouveau ouvertes. Pierre a émergé, et il n'était pas seul. La femme à côté de lui était immédiatement reconnaissable, même de loin. C'était Chloé Moreau, et elle était fortement, indéniablement enceinte, le gonflement de son ventre tendu contre le tissu d'un simple T-shirt. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Le monde a semblé basculer et s'estomper sur les bords. Ce n'était pas juste. L'image n'avait pas de sens. Ils ne souriaient pas. Ils n'étaient pas amicaux. Ils se tenaient juste devant l'entrée, leur
leur corps rigide de tension. Les des bras de Chloé étaient enroulés autour de son ventre, un geste à la fois protecteur et défensif. Le visage de Pierre était un masque d'angoisse pure. Il faisait des gestes avec ses mains, sa posture implorante. Ils étaient au milieu d'une dispute désespérée et animée. 1 millier de scénarios ont explosé dans mon esprit, chacun plus douloureux que le précédent. Est-ce que Pierre la confrontait en mon nom? La menaçait-il? Ou était-ce quelque chose de bien pire? Il fallait que je sache. Je ne pouvais pas construire mon combat sur des demi-vérités. Mes yeux vont chercher une cachette. Une grande haie trop développée près de l'entrée du bâtiment offrait un écran. Faisant semblant de téléphoner, je suis sorti de ma voiture, mes jambes instables. J'ai marché le long du trottoir, ma voix un murmure bas dans le téléphone mort, gardant la tête baissée jusqu'à ce que je sois assez proche, abrité par les branches feuillues. Le vent m'a apporté leurs mots en fragments et dévastateurs. Pas d'autre moyen, Pierre. Il est trop tard maintenant. La voix de Chloé était mince et effilochée par la panique. Il est à fond. Il pense que ce bébé est sa rédemption. Rédemption. La voix de Pierre était un murmure rauque et agonisant. Ce n'est pas une rédemption, c'est un mensonge. Nous ne pouvons pas le laisser faire ça. Nous ne pouvons pas le laisser se présenter au tribunal et arracher les enfants de Marie en utilisant notre bébé comme arme. Notre bébé. Les deux mots n'ont pas tant enregistré dans mon cerveau qu'ils ont détonné dans mon âme. Une vague de vertige m'a envahi et j'ai physiquement trébuché, ma main s'appuyant contre la brique rugueuse du mur de soutènement de la haie. Le monde est devenu silencieux. Les bruits de la circulation et de la vie s'estompant en un lointain rugissement creux. Notre bébé. Pas celui de Julien et Chloé, celui de Pierre et Chloé. Le frère gentil et solidaire, l'ami juste et en colère, mon rocher, mon ancre. Tout était un mensonge. Un mensonge d'une complexité si profonde et grotesque qu'il défiait presque toute croyance. Son soutien pour moi n'était pas seulement de la loyauté, c'était une pénitence. Sa colère contre Julien n'était pas seulement pour moi, c'était la fureur d'un homme qui voyait un voleur se préparer à dérober quelque chose de précieux qu'il avait lui-même déjà abandonné. Julien te détruira. Chloé sanglotait maintenant, ses mots étouffés. Il nous détruira tous les deux si tu lui dis maintenant, après tout ça. Et si je ne le fais pas? Pierre a rétorqué, sa voix brisée par une douleur si profonde qu'elle était viscérale. Quelle est l'alternative? Laisser notre fils, appeler mon frère par papa, rester les bras croisés et regarder la seule femme bien que j'ai jamais connue perdre ses enfants à cause du désordre que j'ai aidé à créer? Je ne peux pas vivre avec ça, Chloé. Je ne peux pas. Je me suis éloigné de la haie, mes mouvements raides et robotiques. J'étais un fantôme hantant les bords de ma propre vie brisée. Je suis retourné à ma voiture, mon esprit un maelstrom de choc, de trahison et une vision soudaine terrifiante de clarté du chemin à suivre. J'avais cherché un bouclier, une petite pièce de levier pour protéger mes enfants. Au lieu de cela, on venait de me donner une bombe nucléaire. Le mensonge était le fondement de toute la plaidoirie de Julien, et je détenais maintenant le détonateur. J'ai conduit jusqu'à la maison dans un état de stupéfaction complet, les rues familières de mon quartier me paraissant étranges et inconnues. Quand je suis entré dans ma maison vide, je suis allé directement au téléphone et j'ai appelé mon avocate. Ma main tremblait, mais ma voix, quand j'ai parlé, était aussi froide et ferme que de l'acier. Maître Dubois, ai-je dit, c'est Marie Durand. Quelque chose s'est passé. L'affaire, elle a complètement changé. Nous devons nous rencontrer tout de suite. Revenons à ce foutu tribunal. Maître Lefebvre avait laissé l'image de la mère folle suspendue dans l'air avant de passer à sa conclusion triomphante. Et maintenant, Monsieur Durand, vous construisez une nouvelle vie. Parlez à la cour de votre partenaire, Madame Moreau. Le visage de Julien s'est adouci. Il a tourné son regard vers le fond de la salle d'audience, cherchant Chloé, et lui a offert un petit sourire protecteur.
Chloé était mon roc. C'est la personne la plus gentille et la plus stable que j'ai jamais connue. Elle a ramené la paix et la lumière dans ma vie. Et comme la cour le sait, nous attendons un enfant, un fils. Sa voix s'est brisée et il a fait une pause, essuyant un doigt au coin de mon œil. Tout ce que je veux, c'est donner à mes enfants, Sophie et Léo, le foyer qu'ils méritent, un foyer calme, aimant, avec 2 parents. Je veux les accueillir dans notre famille grandissante et leur offrir une vie heureuse et paisible. La performance était à couper le souffle par son audace. Il était le sauveur vaillant, arrachant ses enfants à une mère volatile. Quand il eut fini, un lourd silence remplit la pièce. La juge Davis a pris une note sur son bloc-notes, son visage aussi impassible que jamais. « Madame Dubois, votre témoin. » Maître Dubois s'est levé, ses mouvements délibérés. Elle s'est approchée de la barre des témoins, non pas comme une attaquante, mais comme quelqu'un qui cherchait de simples clarifications. « Monsieur Durand, a-t-elle commencé, son ton désinvolte, vous avez dressé un tableau très clair de votre dévouement en tant que père. Vous avez témoigné que vous travaillez souvent des journées de 16 heures, n'est-ce pas? C'est ce qu'il faut pour subvenir aux besoins de ma famille, a-t-il dit, bombant légèrement le torse. Bien sûr, et le soir du 12 mai de l'année dernière, vous avez dit à votre épouse que vous travailliez tard sur l'acquisition Henderson, n'est-ce pas? Julien a hésité. Cela semble correct. Mais votre relevé American Express, que nous avons ici comme pièce à conviction B, montre une dépense à 23h37 dans un bar à cocktail appelé le Lotus Rouge. Un établissement très cher et très intime, je crois. La réunion sur l'acquisition Henderson s'est-elle déroulée dans un bar, Monsieur Durand? Maître Lefebvre s'est levé d'un bond. Objection. La défense harcèle le témoin. C'est lui qui a parlé de ses longues heures de travail, votre honneur, a rétorqué Maître Dubois. J'établis simplement un schéma. Je l'autoriserai brièvement, a tranché le juge. Répondez à la question, Monsieur Durand. La mâchoire de Julien s'est contractée. J'ai pu m'arrêter et prendre un verre après le travail, avec ma collègue Chloé Moreau. Son visage est devenu rigide. Oui. Donc, vous ne travailliez pas tard. Vous avez menti à votre femme pendant que vous étiez à un rendez-vous romantique avec votre maîtresse. Est-ce correct? Objection. Admis. La Cour tirera ses propres conclusions. Madame Dubois, passez à autre chose. Maître Dubois a continué sans relâche. Elle a démantelé son récit pièce par pièce, utilisant ses propres registres financiers et journaux téléphoniques pour exposer le tissu de la tromperie. À chaque question, le vernis poli de Julien se fissurait un peu plus. Ses réponses devenaient plus courtes, sa posture confiante se transformait en une contraction défensive. Il n'était plus le père noble. C'était un adultère, pris dans une série de mensonges irréfutables. Enfin, Maître Dubois a fait une pause, laissant le poids de sa malhonnêteté exposée s'installer dans la salle d'audience. Vous avez témoigné que les soupçons et les accusations de votre épouse étaient des signes de paranoïa et d'instabilité. Mais compte tenu de ce que nous venons d'établir, les mensonges constants, les réunions secrètes, la vie cachée, ne pensez-vous pas que l'intuition serait un mot plus précis, Monsieur Durand? Avant que Maître Lefebvre ne puisse objecter, Maître Dubois s'est détourné. Je n'ai plus de questions pour ce charlatan, votre honneur. Un murmure a parcouru l'assistance. Maître Lefebvre, visiblement secoué, s'est levé rapidement. Le demandeur se désiste, votre honneur. Très bien, a dit la juge Davis, se tournant vers Maître Dubois. Madame Dubois, vous pouvez appeler votre premier témoin. Merci, votre honneur, a dit Maître Dubois, sa voix résonnant soudain d'une nouvelle et puissante clarté. La défense appelle Madame Chloé Moreau à la barre. L'annonce a eu l'effet d'un coup physique, un halètement collectif a aspiré l'air de la pièce. La tête de Julien a fait un mouvement brutal, son visage un masque tonitruant d'incrédulité et de fureur dirigé vers son avocat. Maître Lefebvre, pour la première fois de la journée, était complètement déconcerté,
se levant si vite que sa chaise a grincé bruyamment sur le sol. « Objection, Votre Honneur. Objection la plus forte possible. Madame Moreau ne figure pas sur la liste des témoins de la défense. C'est une embuscade. C'est préjudiciable et une violation flagrante des règles de la divulgation. » La juge Davies a levé la main, le réduisant au silence. Elle a regardé Maître Dubois, ses yeux scintillant de ce qui aurait pu être de la curiosité. « Votre Honneur, » a dit Maître Dubois calmement. « Monsieur Lefebvre et son client ont fait de Madame Moreau et de son enfant à naître la pierre angulaire même de leur requête. Ils l'ont présenté comme le parangon de la stabilité qui justifie d'arracher 2 enfants à leur mère. Son caractère, sa situation et sa crédibilité ne sont donc pas seulement pertinents. Ils sont la question centrale devant ce tribunal. Nous avons le droit de remettre en question les fondements sur lesquels repose toute leur affaire. » La juge a réfléchi longuement. « L'argument est fondé. Votre client l'a rendu pertinente, Monsieur Lefebvre. Je l'autorise. Objection rejetée. Madame Moreau, veuillez approcher de la barre. » Chloé avait l'air d'avoir été frappée. Ses yeux, écarquillés de terreur, ont fait des allers-retours de Maître Lefebvre à un Julien enragé qui ne pouvait lui offrir qu'un regard impuissant et furieux. Comme en transe, elle s'est levée et a fait le long et solitaire chemin jusqu'à la barre des témoins, sa main protégeant son ventre. Après avoir prêté serment, Maître Dubois s'est approché d'elle, son comportement esdouci de procureur attente préoccupé. « Madame Moreau, merci d'être ici. Quelle jolie robe! Vous êtes absolument radieuse. »« Merci, » a chuchoté Chloé, sa voix à peine audible. « Monsieur Durand a témoigné que vous attendez son enfant, une joyeuse occasion. Est-ce exact? »« Oui, » a réussi Chloé, ses phalanges blanches serrées sur la barre. « Et avez-vous une date prévue d'accouchement? »« Décembre, le 5 décembre. » Maître Dubois a hoché la tête pensivement, prenant une petite note sur son bloc-notes. « Le 5 décembre. Donc, si nous remontons le temps, cela situerait la date de conception quelque part au milieu du mois de mars, à quelques jours près. Ce calendrier vous semble-t-il correct? » Chloé a ajusté le tissu de sa robe jaune, le froissant. « Je pense que oui, oui. » Et où se trouvait M. Durand au milieu du mois de mars? Soyons précis. La semaine du 14 au 21 mars. L'esprit de Chloé s'est vidé. La panique a commencé à obscurcir ses yeux. Elle a regardé Julien, un plaidoyer désespéré et silencieux pour de l'aide. « Je ne me souviens plus exactement. »« Vous ne vous souvenez pas ?» a demandé Maître Dubois, sa voix toujours douce. « Cela semble être une semaine plutôt importante pour un couple qui conçoit son premier enfant. Peut-être puis-je vous aider à rafraîchir votre mémoire. » Maître Dubois est retourné à sa table, a récupéré un mince dossier et s'est approché du greffier. « Votre Honneur, je voudrais verser au dossier, en tant que pièce à conviction de la défense A, l'itinéraire de voyage certifié et les rapports de dépenses de M. Julien Durand, fournis sous assignation par l'agence de voyage d'affaires de son cabinet. » Elle a tendu une copie à Maître Lefebvre, dont le visage est devenu plus pâle à mesure qu'il la lisait, puis en a placé une autre sur le rebord de la barre des témoins. « Madame Moreau, si vous vouliez bien regarder ce document. Il confirme que du 14 au 21 mars, M. Durand participait à un sommet international de la finance à Tokyo. Maître Dubois a laissé le nom de la ville suspendu dans l'air, un fait final et fatal. Le silence dans la salle d'audience était absolu, brisé seulement par le froissement frénétique de papier, alors que Maître Lefebvre essayait de trouver un contre-argument qui n'existait pas. Maître Dubois a fait un pas de plus vers la barre, sa voix baissant, perdant toute sa chaleur et devenant aussi nette et froide qu'un éclat de glace. « Alors, laissez-moi vous demander encore une fois, Madame Moreau, comment est-il possible que vous ayez conçu un enfant avec M. Julien Durand au milieu du mois de mars alors qu'il se trouvait physiquement de l'autre côté de la planète? » Chloé a regardé fixement, piégée. Son monde soigneusement construit s'effondrait en temps réel. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée.
Un sanglot étouffé s'est échappé de ses lèvres. Ses yeux, noyés de larmes, ont trouvé ceux de Julien, mais son visage était une toile de compréhension horrifiée. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a cédé. Le barrage soigneusement construit de mon sang-froid, retenant 15 ans d'amour, 1 an de douleur et des mois de terreur, s'est complètement brisé. Je me suis levé de ma chaise, non pas avec une pensée, mais avec une pure impératif physique. Tous les avertissements de Maître Dubois, toute la stratégie, se sont évaporés dans un éclair blanc et brûlant de vérité. Votre honneur! Ma voix a retenti, tremblante mais claire, fendant la tension suffocante. Toutes les têtes dans la pièce se sont tournées vers moi. Votre honneur, il ne peut pas avoir la garde de mes enfants. Pas basé sur une famille stable. C'est un mensonge complet et absolu. Madame Durand, vous n'avez pas la parole. Asseyez-vous immédiatement. La voix de la juge Davies était comme un coup de tonnerre, son marteau claquant contre le bois. Mais j'étais au-delà de l'entendre. Les mots se sont déversés, alimentés par une fureur juste que je ne savais pas posséder. « Le bébé n'est pas le sien !» ai-je crié, ma voix se brisant en un sanglot d'angoisse et de libération. « Il vous a menti à cette cour. Il a menti à tout le monde. » Le chaos a éclaté. « Elle est hystérique. Vous voyez, votre honneur, c'est l'instabilité dont je parlais. » a crié Julien, se levant d'un bond, son visage un masque grotesque de rage violette et de désespoir. Elle a perdu la tête. C'est la preuve. Ça suffit. Le rugissement de la juge Davies était formidable. Une explosion d'autorité pure qui a choqué la pièce en silence. Elle a frappé son marteau 3 fois, le son résonnant comme des coupes de feu, son regard incandescent de fureur épinglant Julien là où il se tenait, puis s'est tournée vers moi. « Madame Durand, a-t-elle dit, sa voix dangereusement basse, vous avez fait une accusation de proportion monumentale dans ma salle d'audience. Vous feriez mieux de pouvoir la justifier. Avez-vous une seule preuve? » Mon regard, à travers mes propres larmes, est vacillé du visage impitoyable de la juge, passant devant l'épave de Julien et Chloé, vers la figure solitaire et brisée au fond de la pièce. Ma voix est tombée à un murmure, chargé de toute la tristesse et la certitude du monde. Oui, ai-je dit, il en a. Chaque personne dans la salle d'audience a suivi mon regard. Le regard collectif était une force physique, un projecteur qui a trouvé et épinglé Pierre Durand à son siège. Il a visiblement tressailli, comme s'il avait été frappé. La couleur a déserté son visage, le laissant d'un blanc cireux et grisâtre. Il a regardé le visage stupéfait et trahi de son frère. Il a regardé Chloé qui sanglotait maintenant ouvertement à la barre, la tête entre les mains, puis ses yeux ont rencontré les miens, et dans ce regard partagé se trouvait toute l'histoire sordide et déchirante. Lentement, comme s'il se déplaçait dans l'eau profonde, Pierre Durand s'est levé. Il a vacillé légèrement, ses mains agrippant le dossier du banc en bois poli devant lui. Quand il a parlé, sa voix était une chose étranglée et brisée, une confession arrachée des profondeurs de son âme. Pourtant, elle a porté avec une clarté dévastatrice dans chaque recoin de la pièce silencieuse. « Elle dit la vérité », a-t-il râpé. « C'est mon bébé. » La détonation était complète. Le son du monde de Julien implosant était un silence profond et assourdissant. La rage, l'arrogance confiante, tout a disparu de son visage, remplacé par une expression de pure horreur, bouche bée et incompréhensible. Il a chancelé en arrière et s'est effondré dans sa chaise. Non pas seulement un plaideur vaincu, mais un homme complètement anéanti, vidé par une vérité plus terrible que n'importe quel mensonge qu'il ait jamais raconté. Et aujourd'hui, aucune idée. Parfois, je me dis que c'était le mieux qui pouvait m'arriver, cette fin brutale, cette révélation. D'autres fois, je me demande si j'ai bien fait. Probablement les deux. C'est ça la vie, non? Rien n'est évident. Rien n'est parfait. Ma victoire a eu un goût de cendre.
Ma famille était irrévocablement brisée, marquée par des couches de trahison. Je lutte encore pour comprendre, pour intégrer cette nouvelle réalité où l'homme que j'aimais n'était qu'un étranger, où la loyauté de l'un était en fait une toute autre sorte de secret. Mais en sortant de ce palais de justice, tenant les mains de Sophie et Léo, je ne marchais pas dans l'obscurité. Je marchais dans la lumière de la vérité, vers un avenir que je construirais moi-même, à mes propres conditions, libéré du poids suffocant des mensonges.